Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Bourassa Moreau, qui est un chirurgien orthopédique de la colonne. Il est venu nous parler non seulement de la chirurgie, mais aussi de l'importance de la relation avec le patient puis la confiance qui se développe entre un patient et son chirurgien. Oui, c'était vraiment un épisode intéressant. Il nous a aussi un peu parlé de tous les stéréotypes qu'on peut entendre par rapport à l'orthopédie, puis un peu démystifier ça. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir son point de vue par rapport à ça. Donc, on vous laisse écouter l'épisode pour en savoir davantage. Exact. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Bon épisode! Bye. Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Bonjour, Dr Bourassa Moreau. Allô, Claudia. Bonjour, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment contente de vous avoir aujourd'hui. Donc, pour commencer, est-ce que vous voulez nous parler un peu si vous avez toujours su si vous vouliez aller en médecine ou pas? Merci de m'inviter. Je suis content de faire partie de votre projet. Je trouve ça vraiment génial. Merci d'avoir pensé à moi. Est-ce que j'ai toujours voulu rentrer en médecine ou pas? En fait, non. Si tu m'avais dit, par exemple, quand j'étais à l'école secondaire, que plus tard, tu aurais été en médecine, j'aurais dit, Claudia, tu te trompes de personne, tu penses à quelqu'un d'autre. Moi, c'était vraiment pas vers ça que je me dirigeais jusqu'à assez tard, en fait, dans mon parcours scolaire, je te dirais. Plus vers quand j'ai commencé l'université, parce que j'ai fait un autre programme avant de rentrer en médecine. OK. Vous avez fait quoi comme programme? En fait, j'ai fait de la physiothérapie. OK. À cette époque-là, c'était comme un bac de 4 ans. Puis, c'est ça. Quand j'ai fini mon cégep, là, je te dirais, je m'intéressais beaucoup plutôt genre aux mathématiques, à la physique. Puis, je me dirigeais plutôt vers une carrière en génie, par exemple. Puis ce qui m'intéressait, c'était plus, mettons, l'environnement, l'énergie, la gestion d'énergie. Puis vers la fin de mon cégep, j'ai réalisé que j'ai passé mon temps devant un ordinateur, c'est pas fait pour moi. J'avais besoin du contact humain. Puis je m'étais blessé à la cheville. Mon voisin était physio, m'avait vu. Puis je m'étais dit, hey, ça pourrait être... J'aimerais ça, pouvoir passer mon temps à aider les gens avec toute ma présence, puis être auprès des gens que j'aide, puis pas seulement derrière un ordinateur ou brasser des chiffres. Puis c'est à ce moment-là que, tu sais, j'étais pas un très bon étudiant, mais juste assez bon pour rentrer en physiothérapie. Puis j'étais très content d'être pris dans ce programme-là. Puis j'ai vraiment... c'est plutôt au courant de mon programme en physiothérapie que cette idée-là, elle a été semée dans ma tête, puis elle a germé progressivement. Là. OK. C'est à partir de quoi que ça a germé? C'est mon premier stage en physiothérapie que, honnêtement, ça n'avait pas très bien été. C'était correct, mais je me sentais vraiment pas à ma place. Puis, à la fin du stage, on avait une journée d'observation en orthopédie. Puis, il y avait un médecin, un chirurgien orthopédiste qui s'appelle Dr Beauchamp, qui travaille encore, qui fait des arthroscopies d'épaule. À ce moment-là, j'étais à l'hôpital Fleury. Fait que là, comme stagiaire en physiothérapie, on dit « Étienne, tu as ta demi-journée d'observation chirurgicale. » Puis je me souviens comme si c'était hier, là, de ce moment-là, de rentrer au bloc opératoire, toute l'atmosphère particulière, puis de rencontrer Dr Beauchamp qui m'a dit « Hey, salut Étienne, tiens, je te passe un livre d'anatomie de l'épaule, arthroscopique de l'épaule, regarde ça, puis rejoins-nous au bloc opératoire. » Puis de voir, tu sais, que Dr Beauchamp, il utilisait ses mains avec une caméra puis des outils pour réparer des structures lésées dans une épaule. Je trouvais ça absolument fascinant. Puis c'est à partir de là que l'idée germait dans ma tête. J'étais quand même motivé à terminer mon programme de physiothérapie, puis même travailler. Je me voyais travailler comme physiothérapeute, mais avec le temps, je me disais que je commençais à travailler en physio.
Je m'ennuyais un peu, je me trouvais un peu jeune pour commencer à travailler. Je me dis pourquoi pas la médecine, puis surtout l'orthopédie en fait. C'est toujours ça qui m'a motivé beaucoup dès mon entrée en médecine. OK. Voilà. C'est pas quelque chose qui a changé non plus comme intérêt. Est-ce qu'à un moment donné, il y avait comme une autre spécialité qui avait plus d'intérêt pendant le parcours de médecine ou ça a tout le temps été orthopédie? Je pense que c'est peut-être un défaut que j'ai d'être des fois très obsédé par une chose. Ok. Puis vraiment, l'orthopédie, c'était comme une obsession pour moi. Je dois dire par contre que j'ai eu comme d'autres crushs de spécialités dans mon parcours. Je me souviens notamment, contre toute attente, de mon stage de psychiatrie à l'externe que j'avais absolument adoré. J'avais trouvé ça fascinant. Pour une raison ou une autre, c'est venu me chercher quelque chose en dedans de moi, mais pouvoir être si proche comme ça des patients, pouvoir leur parler, pouvoir prendre le temps de vraiment rentrer dans leur histoire de vie, j'avais adoré ça. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. La pédiatrie aussi, j'avais adoré mon stage en pédiatrie, alors que je me suis comme surpris un peu. Je ne m'attendais pas à aimer ça, mais je me serais très bien vu faire ces carrières-là quand même. Là. C'est bien d'entendre qu'on peut toujours avoir des surprises pendant nos stages, même si on pense que quelque chose nous intéresse, là. Oui, absolument. Ouais. Je pense que j'aurais pas été malheureux du tout comme psychiatre ou comme pédiatre. Là. Ouais. Donc là, quand est venu le temps de ton CARMS, est-ce que tu as appliqué en ortho et en psy et en pédiatrie ou comment tu as fait tes choix? Bien, à ce moment-là, je t'avoue que j'étais vraiment très impliqué en orthopédie. OK. Alors, je m'étais aussi intéressé à d'autres spécialités chirurgicales comme l'ORL. J'avais vu j'avais fait des journées d'observation en reconstruction maxillo-faciale. Je trouvais ça absolument incroyable, vraiment les techniques qu'ils employaient. Je trouvais ça vraiment cool. Mais en faisant le stage, j'ai réalisé qu'en fin de compte, peut-être que c'est pas vraiment pour moi, cette spécialité-là. Il y avait certains aspects qui peut-être me plaisaient moins, qui correspondaient moins à ma personnalité. Et puis, j'étais tellement impliqué en orthopédie déjà que, honnêtement, je sais pas si c'est une bonne façon de réagir ou pas, mais je me sentais comme si j'allais trahir l'orthopédie. Okay. C'est comme ça que je me sentais à cette époque-là. Je recommande pas nécessairement ce degré d'obéissance envers... C'est bon, je pense que pour quelqu'un qui serait en train de choisir sa chirurgie, je pense que c'est bon de se laisser un peu de liberté plus que ce que j'ai fait, moi. Okay. Si j'avais à parler au Étienne d'antan, je me dirais, Étienne, reste ouvert quand même, parce qu'il y a plein de spécialités qui sont extraordinaires. Ouais. Dirais-tu que pour être accepté en chirurgie orthopédique, il fallait avoir un dossier vraiment basé sur l'orthopédie? Comme beaucoup d'implications ou de recherche ou... À l'époque, c'est ce que je pensais. Okay. Je vois qu'il y a toutes sortes de parcours différents pour être accepté. C'est une des voies, puis ça aide à calmer l'anxiété de quelqu'un, par exemple, qui veut vraiment quelque chose. Ouais. Je pense que je le faisais plus pour calmer mon anxiété que pour vraiment m'ouvrir des portes. Okay. En rétrospect, je suis pas mal sûr que j'avais pas besoin d'en faire tant, mais j'avais fait beaucoup de recherches, parce que ça m'intéressait notamment, là, pas seulement par pragmatisme, pour ouvrir des portes, mais parce que ça m'intéressait. Mais j'avais fait peut-être un peu trop de recherches. Je me dis que ça vaut la peine de se laisser des portes ouvertes quand même. Il y a toutes sortes de façons de rentrer dans une spécialité. Oui. Ouais. Et donc là, vous avez fait votre CARMS, et puis vous êtes rentré ensuite à la résidence directement en orthopédie. Exact. Ouais. Puis comment ça s'est passé ensuite pour faire votre choix par la suite? Ben c'est ça, parce que la particularité, moi, comme chirurgien orthopédiste, c'est que je fais, je te dirais, 95%, presque exclusivement de la pratique en chirurgie spinale. Donc, je vois des patients qui ont des problèmes de colonne vertébrale, surtout. Moi, quand je suis rentré en orthopédie, je voulais vraiment faire de l'orthopédie. Donc, un peu, je pensais encore à Dr. Beauchamp. Ouais, tu sais, des épaules, des genoux, la médecine sportive, peut-être de la trauma, etc. Puis la colonne vertébrale, ça faisait partie de des opérations que je pourrais faire, que je contemplais, mais je n'étais pas nécessairement d'emblée marié à la colonne vertébrale, à la chirurgie spinale. C'est vraiment progressivement, parce que certains de mes mentors en orthopédie étaient des chirurgiens spinaux, que ça m'a vraiment... C'est là que j'ai vraiment plutôt accroché. Tranquillement, dans le parcours d'un étudiant en médecine ou je pense dans n'importe quelle profession, j'ai l'impression ce qui nous marque beaucoup, c'est les gens qu'on rencontre.
Pour ma part, en tout cas, ça a été ça. Ça a été des gens que j'ai rencontrés qui m'ont vraiment beaucoup inspiré. Là, je pense à Jean-Marc, qui est mon collègue juste senior, puis il y a un collègue encore plus senior, Dr Labelle, Hubert Labelle, qui est à Sainte-Justine. C'est des gens hyper inspirants pour moi. Puis c'est ça, je pense qu'au final, m'a fait pencher plus vers la colonne que vers un autre domaine. C'est quoi dans la colonne qui t'a le plus émoustillé ou comme amené à aller vers ça? Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui aime le risque. Je pense que j'aime quand c'est risqué, puis quand il y a un gros impact sur ce qu'on fait. C'est que cette balance-là, de pas seulement du risque pour du risque, mais quand on sent que le jeu en vaut la chandelle parce que les enjeux sont majeurs, c'est ce qui m'a toujours fasciné dans la colonne. C'est ce qui m'a comme poussé vers ça. Je pense qu'au moment où est-ce que j'ai choisi tranquillement cette spécialité-là, j'étais pas conscient de ça, mais en rétrospect, quand je regarde tous les choix que j'ai faits, c'est beaucoup parce que j'aime le challenge. Ouais. J'aime ça. J'adore ça. Pour devenir chirurgien de la colonne, est-ce qu'il faut faire un fellow après ou quelqu'un qui finit sa résidence en chirurgie orthopédie peut le faire aussi? C'est une très bonne question que tu poses, Ariane. En fait, je te dirais, si ton parcours, c'est via la neurochirurgie, ce qui n'est pas mon cas, la plupart des neurochirurgiens sont très bons pour faire des chirurgies spinales de base, comme des hernies discales simples, des décompressions simples. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais essentiellement, c'est des chirurgies plus de base. Pour des chirurgies plus complexes, par contre, ça prend un fellow. Puis le fellow, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, moi, je viens de la chirurgie orthopédique. Je ne considère pas qu'à la fin de ma résidence, j'étais très confortable pour opérer des colonnes vertébrales. Mais mon fellow, il était au contact de chirurgiens orthopédistes et de neurochirurgiens. Alors, c'est comme si, mettons, le côté vis, plaques, métal, plus ébéniste ou gars de construction, gars ou femme de construction de l'orthopédie était mélangé avec le côté décompression neurologique des neurochirurgiens. Puis c'est ça que ça fait un chirurgien spinal. En fait, c'est un peu le mélange des deux, essentiellement. Là. OK. Donc, la neuro, ça prend vraiment plus comme au fellowship versus... comme pendant la résidence orthopédie. Oui, pour un orthopédiste, tout le côté décompression, pour moi, j'avais été en contact durant ma résidence en orthopédie, mais c'est vraiment durant mon fellowship que là, je suis devenu très confortable à manipuler les tissus nerveux au niveau chirurgical. C'est pas nécessairement quelque chose, moi, quand je l'enseigne à mes résidents en orthopédie, c'est pas quelque chose que je m'attends à ce qu'ils sachent faire nécessairement. OK. Donc, la résidence en orthopédie en tant que telle, c'est quoi? C'est des remplacements de genoux? Qu'est-ce que vous apprenez, en fait? Oui. Bien, c'est une bonne question parce que tu vas me dire, bien, Étienne, tu n'apprends rien à tes résidents, finalement. Là. Mais c'est pas ça. Ils ont tellement à apprendre. L'orthopédie, c'est vraiment une spécialité chirurgicale hyper vaste. Les gens qui font, par exemple, de la main versus les gens qui font de l'épaule, du pied, c'est vraiment des sous-domaines qui sont très différents. C'est tellement différent, l'anatomie, d'une main versus d'un n'importe quoi d'autre. Ben ça prend vraiment des spécialités quand même là-dedans. Là. Exactement. Chaque zone a sa particularité, puis ça évolue d'une certaine façon. Puis aussi, c'est des techniques à apprendre. Puis les techniques, ça ne s'apprend pas que dans les livres. Il faut vraiment les faire. Plus tu en fais, meilleur tu deviens. C'est impossible de devenir bon dans tous les sous-domaines de l'orthopédie. Un résident d'orthopédie, on s'attend qu'il finisse sa spécialité puis qu'il soit confortable pour prendre des décisions chirurgicales, pour voir si un patient a besoin ou pas d'une chirurgie dans tous ces domaines-là, puis qu'il y a une idée des différentes opérations. Okay. Puis on s'attend à ce qu'il puisse gérer tout ce qui est urgence orthopédique, des fractures de hanche, fractures au niveau du tibia, de l'épaule, etc. Puis qu'il sache faire des chirurgies de base comme des arthroscopies de genoux, pour, par exemple, des ménisques ou encore des prothèses de genoux, prothèses de hanche, certaines chirurgies plus de base. Puis ensuite de ça, la plupart des orthopédistes choisissent un sous-domaine. Maintenant, de nos jours, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis dans les équipes qui se constituent habituellement je dirais, les plus petites équipes d'orthopédie sont 4 membres à peu près.
ça va jusqu'à une dizaine de membres dans le groupe, bien, chacun va prendre son morceau de son corps, son morceau d'appendice ou de colonne vertébrale, puis il va exceller dans ce domaine-là. OK. Est-ce qu'il existe des sous-divisions dans la colonne vertébrale? Comme est-ce qu'il y en a qui vont comme faire seulement des segments cervicales ou faire seulement des queues de cheval? Ou... C'est une bonne question. En fait, j'ai certains de mes collègues qui préfèrent, par exemple, faire des chirurgies au niveau cervical ou d'autres plus au niveau lombaire, mais on est tous formés pour faire de la base du crâne jusqu'au sacrum, n'importe quelle chirurgie. OK. Maintenant, ça se divise un peu plus par... il y a certaines sous-spécialités, par exemple, je pense à la déformité. Donc, tout ce qui est scoliose, les patients qui ont des déformités, ça, certains chirurgiens préfèrent faire ces interventions plus que d'autres, par exemple. OK. Ça se peut que ça prenne même un sous-fellowship. Parce que, des fois, ça prend un deuxième fellowship. Moi, par exemple, mon intérêt, c'était plutôt la chirurgie spinale oncologique. Donc, c'est surtout les métastases, mais aussi les tumeurs primaires de l'os. Puis j'ai eu la chance de passer 1 an en Angleterre, à Oxford, pour aller me surspécialiser dans ce domaine-là. Mais c'est ça. La plupart des chirurgiens font quand même un peu d'oncologie, mais moi, j'ai particulièrement cet intérêt. OK. Donc, ton fellow, c'était en oncologie à Oxford. Oui, j'en ai fait 2, en fait. OK. Ouais, moi, j'ai... Peux-tu nous parler de tes fellows? Ben ouais, avec plaisir. Premièrement, c'est dans 2 endroits vraiment, vraiment le fun. D'abord, Vancouver, pour le plein air. Puis deuxièmement, l'Angleterre, plus pour le côté social, puis pour la vie de pub. Mais c'était vraiment 2 fellows qui étaient franchement différents. Le premier, c'est un fellow canadien. Puis ça a beaucoup... de lien avec comment le système de santé s'organise. Partout au Canada, ça se ressemble quand même pas mal. Puis les hôpitaux doivent traiter, qui ont des centres de chirurgie spinale, doivent traiter pas mal tous les patients qui rentrent dans l'hôpital. Donc, si un patient vient pour une fracture, pour une hernie discale, pour une infection, pour une tumeur, tous ces patients-là vont être traités par le groupe de chirurgiens. Dans d'autres pays, par exemple, si tu vas en Allemagne, il y a des hôpitaux qui se spécialisent juste par exemple, en dégénératif, seulement des hernies discales, de l'arthrose, des sténoses spinales. Ils ne font pas d'oncologie ou de fracture, par exemple, de cas d'urgence. Alors que ça, c'était ma première année à Vancouver. Alors, on a fait un peu de tout. Puis c'est vraiment là que j'ai appris à opérer la colonne vertébrale. Okay. J'ai des super bons souvenirs de cette année-là pour tout le temps que j'ai passé à l'hôpital. C'était vraiment extraordinaire. Puis c'était vraiment le fun aussi de sortir du domaine du milieu de l'Université de Montréal dans lequel j'avais trempé très longtemps. Là, pendant comme plus que 10 ans, j'avais été dans ce domaine-là. Puis j'avais l'impression qu'on était les meilleurs, puis qu'on faisait les choses. J'avais une espèce d'idée que c'était le pinacle de la chirurgie. Puis on est très bon, mais on fait les choses différemment. Puis d'être confronté à cette différence-là, c'était extraordinaire. Ma première année, donc c'est une très belle année à côté des montagnes côtières de la Colombie-Britannique aussi, beaucoup de plein air, c'était bien le fun. Puis la deuxième, c'était assez différent. En Angleterre, c'est un système de santé qui ressemble quand même, mais la façon dont c'était organisé, c'était un peu différent. Je dois dire qu'il y a des moments de ce fellow-là qui étaient difficiles au niveau clinique parce que j'avais l'impression de reculer un peu. J'avais l'impression c'était particulier parce que tu changes de milieu de stage, puis c'est comme s'ils te donnent moins de responsabilités que ce que tu avais avant. C'est que ça, je dois dire, j'ai trouvé ça un peu difficile. Puis sur le coup, finalement, ça a évolué favorablement, mais ça prend un certain temps. Puis j'ai appris beaucoup de choses dans ce fellow-là que je réalisais pas que j'apprenais. Par exemple, des petits trucs que je prenais à gauche et à droite puis qui ont beaucoup affecté ma pratique. Puis faire un fellow en Angleterre ou en Europe, ce que ça permet, c'est de voyager beaucoup. J'ai eu la chance d'aller visiter des amis, des collègues qui travaillent dans plein d'hôpitaux différents en Europe aussi, en Italie, en Allemagne, en France. Donc, ça a été une belle année de voyage puis d'apprentissage, surtout à ce moment-là de chirurgie oncologique, donc de cancer. Fait que pendant ces 2 années-là, malgré que vous étiez en fellow, tu étais quand même capable de faire du voyage puis du plein air. C'était pas comme 24/7 vraiment intense? C'était vraiment intense, mais souvent, l'intensité, ça vient par phase. Par exemple, tu vas avoir 1 ou 2 semaines qui sont très intenses quand tu es plus de garde, tu as plus de cas, puis soudain, ça se calme un peu. Même des fois, même à Vancouver, des fois, surprenamment, il y avait des semaines qui étaient plus relaxes.
Puis là, je pouvais faire un peu plus de recherche. Puis en Angleterre, la façon dont ça fonctionne, on avait quand même beaucoup de temps pour des congrès puis des vacances. Donc, j'en ai profité pour visiter d'autres centres de chirurgie spinale. Oui, c'est bien. Ouais. Donc, c'est pas tous les fellows qui sont... Je pense qu'il y a différents rythmes d'une spécialité à l'autre. Puis en fellow, on nous donne un peu plus de laxité quand même pour s'ouvrir l'esprit, faire autre chose. Donc, la qualité de vie est quand même pas si pire, mettons, pendant le fellow. Est-ce que c'est un peu comme ça aussi pendant la résidence ou c'était plus difficile que le fellow pour la qualité de vie? Je pense que pour moi, la portion la plus difficile, point de vue qualité de vie, c'est vraiment la résidence. Parce que la résidence, c'est comme si pendant 5 ans, tu mets ta vie un peu sur pause. Ouais. Je veux dire, la vie continue, mais c'est plus difficile de maintenir les amitiés. C'est plus difficile de... Même, tu sais, les relations personnelles, tu sais, c'est quand même... C'est un vrai challenge, en fait. Je pense que c'est un des plus gros challenges de la résidence. C'est ça. Je mentirais en disant que non, c'était facile, j'avais beaucoup de temps. Non, c'est pas vrai. Je dormais peu. Puis c'est surtout que c'est beaucoup d'adaptation parce que d'un milieu de stage à l'autre, il faut toujours s'adapter au nouveau patron, toujours s'adapter à une nouvelle coutume d'un milieu de stage à l'autre, puis on change souvent. Ceci étant dit, c'est sans s'en rendre compte même, on apprend énormément. C'est vraiment formateur. Ces années-là, c'est très, très, très formateur. C'est pas quelque chose que je regrette du tout, que je vois avec amertume. Je pense que j'ai énormément appris dans ces années-là. En tant que patron, ça ressemble à quoi maintenant, votre horaire? Ça reste quand même occupé, mais ce qui est génial, c'est que j'ai beaucoup plus de contrôle. Puis je pense qu'au-delà du nombre d'heures que tu travailles dans la semaine, c'est plutôt le contrôle que tu exerces sur ces heures-là. Moi, je peux choisir, par exemple, ça m'arrive quand même souvent d'avoir du temps libre dans une semaine. J'ai pas des activités tous les jours de la semaine. J'en ai en moyenne peut-être 2 à 3 jours par semaine. Hein. C'est relativement peu. Là. Ça veut dire que 2 à 3 jours par semaine, par exemple, j'ai pas de clinique, pas de salle d'opération. Donc, je peux décider d'aller faire un cours de yoga le matin, par exemple. Ou j'ai décidé que tous les mercredis soirs, je me réserve du temps personnel pour une activité. Puis ça, je garde ça comme une journée sacrée pour moi. Puis ça fait énormément de bien. Je pense que plus que le nombre d'heures que je travaille, c'est beaucoup plus le contrôle qui est important pour moi. Donc, je suis relativement satisfait de ma qualité de vie. Oui, en parlant de ta pratique, ça ressemble à quoi une semaine dans ta pratique? C'est quoi les opérations que tu vas faire le plus souvent? Ça ressemble à rien du tout. Hein? Ça change tout le temps. Il n'y a pas vraiment... je pourrais pas dire qu'il y a une semaine... Il n'y a pas de semaine typique. Là. Non, chaque semaine est franchement différente. Quand je suis de garde, c'est sûr que je suis disponible 24/7 pour les urgences. En chirurgie spinale, il n'y a pas d'urgence comme absolue. Mettons, en cardiologie, tu as des notions genre door to balloon, 90 minutes, ça qu'il faut absolument que tu sois à l'hôpital tout de suite. Moi, j'ai toujours quand même un battement de peut-être 6 heures pour me rendre, pour décider d'organiser mon intervention chirurgicale. Donc, quand j'ai des semaines où est-ce que je suis de garde, je jongle avec ces urgences-là. Puis, des fois, c'est très tranquille, des fois, c'est plus occupé. Ça fluctue avec les saisons aussi, de façon intéressante. Quand il fait chaud, il fait beau, autour de la Saint-Jean, de la fête du travail, les gens boivent, conduisent vite, puis il y a beaucoup d'accidents. Puis moi, je travaille dans un centre de trauma, alors on fait beaucoup de fractures puis d'accidents. Quand c'est plus tranquille, quand il pleut, comme aujourd'hui, par exemple, c'est une journée plutôt pluvieuse. Habituellement, c'est un peu plus tranquille. Donc, ça fluctue énormément. Ça, c'est juste un des 1000 facteurs qui peut faire que ça va changer. Ça va changer énormément. Puis, honnêtement, c'est ce que j'adore de ma spécialité. Je m'ennuie jamais. Jamais. À quoi ça ressemble le parcours d'un patient? Est-ce que tu le rencontres avant l'opération, puis là après, ou c'est quoi votre contact avec le patient, en fait? La grande majorité du temps, je tiens à rencontrer les patients avant la chirurgie. Okay. C'est une question surtout de développer une relation avec le patient. Moi, en fait, plus que juste la chirurgie, moi, ce que je m'assure, c'est que le patient est accompagné dans le parcours chirurgical.
Je m'assure que le patient comprend l'intervention chirurgicale, comprend ce que ça va changer dans sa vie, puis ensuite de ça, je le suis pour m'assurer que l'évolution est favorable. Je suis pour m'assurer qu'il n'y a pas de complications, mais s'il y en a, je m'assure de les régler ou du mieux que je peux. Puis, je suis le patient aussi pour apprendre. Donc, c'est les raisons pour lesquelles la chirurgie, c'est comme c'est un moment ponctuel, un moment fort de ma relation avec le patient. Mais pour moi, c'est super important de voir le patient avant, de le suivre après. Okay. Ceci étant dit, c'est sûr que les patients qui viennent dans un contexte de trauma, en accident de voiture, des fois, ils arrivent puis ils sont intubés aux soins intensifs, sont inconscients finalement. Des fois, je les opère avant même de les rencontrer, mais je m'arrange toujours pour que moi ou un membre de l'équipe, les résidents ou les fellows, discutent avec la famille avant d'opérer le patient. OK. Alors, mais je crois beaucoup à ça, la relation que j'ai avec le patient. Puis c'est ce que je préfère d'ailleurs dans ma pratique, je dirais. Ouais. C'est une grande marque de confiance aussi là, que les patients doivent avoir envers toi, qui va les ouvrir, puis... Ouais. Quand même, là. Absolument. Puis, tu sais, je pense que cette confiance-là, il faut l'honorer. C'est un cadeau que le patient nous donne. Puis c'est une responsabilité. Ça vient avec la responsabilité de bien faire les choses du mieux que je peux avec les ressources qu'on me donne. Oui. Justement, est-ce que ça arrive souvent qu'il y en a qui ont peur, vu que c'est quand même dans le dos, tu sais jamais si tu vas être paralysé après? Ça arrive souvent ou... Écoute, Claudia, moi, personnellement, si je me faisais opérer le dos, c'est sûr que j'aurais hyper peur. Ouais. C'est sûr que je serais terrifié par l'idée de me faire endormir, mettre sous anesthésie générale, perdre le contrôle complètement, puis ensuite de ça, se faire ouvrir le dos. Ça fait que la plupart des patients ont peur. Puis je pense que c'est une réaction absolument normale. Moi, pour moi, c'est important de les accompagner là-dedans et puis de leur expliquer que c'est une réaction normale. Je pense que ce serait un peu... c'est un peu de l'insouciance que de ne pas avoir peur. C'est parce que je me disais, moi, j'aurais peur, me semble, mais tu sais jamais comment tu vas sortir de là et tout. Là. C'est des structures sensibles. Oui. Dans l'imaginaire, je pense que ça frappe aussi le dos, le cerveau, tout le tissu neurologique. La paralysie, c'est des choses que je pense le commun des mortels, tout le monde, on peut comprendre un peu cette idée-là, qu'il y a quelque chose de précieux dans le dos. Ça fait que c'est comme vraiment, effectivement, c'est un grand signe de confiance que les patients nous donnent. Puis cette peur-là, moi, je l'utilise aussi. J'aime aller au contact de mes patients pour la ressentir parce qu'elle me garde vivant. Elle m'incite à jamais baisser la garde. Puis je ne dois pas l'intérioriser nécessairement. Moi, j'ai pas peur, mais je suis toujours sur mes gardes quand même. Puis je veux dire, j'ai pas peur dans le sens que quand je fais un geste, je veux pas que la peur bloque mon geste. Je veux pas être ralenti par la peur, mais la peur, ça reste que c'est une émotion qui est vraiment valide puis qui sert à rester alerte, à la fois alerte, mais sans être paralysé. Donc, voilà, c'est ce que j'en ai fait. Mais je dois dire que quand j'ai commencé, surtout comme fellow, comme résident, quand je commençais à opérer, j'étais absolument terrifié. C'est normal. c'est comme normal. La première fois que tu tiens un couteau, puis tu coupes la peau, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Puis au contact des mentors chirurgiens, bien, on apprend à se calmer, à avoir confiance en soi. Puis cet empowerment-là, comme on dit ici, cette prise de contrôle sur soi, c'est vraiment agréable aussi. C'est quelque chose que je pense dans toutes les spécialités. C'est un plaisir là, de voir qu'après un certain bout de temps, on regarde en arrière puis on dit « Hey, j'ai pris de la confiance sur ça. » Peu importe la spécialité, je suis capable de faire ça. C'est vraiment le fun. C'est un apprentissage tout au long de ma carrière. C'est vraiment génial. Est-ce que, dans le fond, on te voit à l'émission 24/7, d'ailleurs. Si vous voulez regarder ça, c'est très bon. Puis on te voit jouer dans toutes ces structures-là. Est-ce que c'est délicat ou quand même... Parce que, tu sais, on s'imagine un orthopédiste qui est là avec sa drill, puis, tu sais, à tirer sur les membres. Là. Est-ce que... c'est ça, est-ce que c'est délicat, ces structures-là, même? Ou vous pouvez quand même, comme, forcer dessus?
Ouais, ben, je pense que Béatrice t'a vraiment touché à la nature même de la chirurgie spinale. Tu sais, ce que tu me dis là, justement, tu me parles de moments où est-ce qu'il y a comme de l'intensité, puis de la force brute, puis d'autres moments où est-ce qu'il y a de la délicatesse, puis le rythme ralenti, puis le soulèvement. Puis c'est exactement comme ça. Il y a une partie qui est plus orthopédique, où est-ce que ça va vite, c'est des drills, des vis, des tiges, des bouchons, etc. Tu sais, il y a un jeu de mécano pour le corps humain. Ouais. Puis une autre partie qui est vraiment comme de la fine couture, où est-ce que là, ça ralentit, on doit être vraiment concentré, puis le rythme ralentit un peu, puis je rentre dans une autre zone mentale. Ce que j'adore aussi, parce que ça rythme la chirurgie, il y a plusieurs parties, l'approche chirurgicale, où est-ce qu'on découpe les tissus mous, la peau, les muscles, etc. Puis ensuite de ça, l'approche, la partie osseuse, puis ensuite plus la partie neurologique. Alors, c'est vraiment comme 3 modes différents durant l'intervention. Chaque spécialité chirurgicale ont leur particularité. Puis ça, je dirais que pour la chirurgie spinale, c'est ça la particularité, vraiment d'avoir comme 2 chirurgies dans la même chirurgie. C'est intéressant, je pensais pas. Tantôt, tu parlais que tu as fait de la recherche là, pendant tes études en médecine. Est-ce que tu en fais encore ou c'est quelque chose que tu n'as pas poursuivi? Je participe un peu à des projets de recherche, mais je n'en fais pas beaucoup. C'est plus de loin, mais je continue de m'intéresser à la recherche. Personnellement, je suis vraiment content d'avoir fait une maîtrise, puis d'avoir publié des articles, participé à la recherche clinique, parce que ça m'a permis de mieux comprendre la littérature sur laquelle on se base pour traiter les patients, mieux comprendre d'où ça vient, puis même participer à cette littérature-là. Dans mon groupe, c'est pas nécessairement moi qui on a demandé de faire de la recherche, alors je me suis plus dédié à la clinique, mais c'est quelque chose qui m'intéresse quand même. C'est sûr que je suis intéressé. Je pense que chaque médecin devrait participer à un moment ou à un autre à une activité de recherche ou une activité scientifique comme ça. OK. Ouais. Puis, tu sais, des fois, c'est sûr qu'on peut instrumentaliser la recherche comme une façon d'évoluer dans sa carrière, comme ajouter des pages au CV ou un peu de prestige à son parcours. Je pense que c'est sûr que ça aide d'une certaine façon. C'est une des qualités qu'on peut avoir. Mais je pense qu'on doit garder, quand on fait de la recherche, c'est important de garder, de le faire surtout pour notre curiosité scientifique, puis pour redonner au corps de connaissances qu'on utilise au quotidien. Parce que tout ce qu'on fait, toutes les connaissances qu'on applique viennent de travail qui ont été faits comme celui, par exemple, que moi j'ai fait. Puis pour comprendre qu'est-ce que ça représente, l'acquisition de toutes ces connaissances-là, ça vaut la peine d'expérimenter le fait de faire de la recherche, puis essayer de publier un papier, faire des présentations scientifiques, transmettre les connaissances qu'on a développées. Est-ce que tu dirais qu'il y a une personnalité type en orthopédie ou plus spécifiquement chez les chirurgiens de la colonne? Ariane, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. La question. Je sais pas. Est-ce que tu ressembles à tes collègues? Est-ce que... Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, je pense que l'orthopédie, c'est une des spécialités les plus caricaturales de la médecine. Tu sais, c'est comme des joueurs de football, tu sais, un peu macho, c'est ça, qui avec des marteaux puis des vis, puis, tu sais, qui savent diagnostiquer l'asystolie, puis c'est à peu près tout, comme, tu sais, c'est la seule chose qu'ils savent diagnostiquer. Mais honnêtement, je pense que c'est une spécialité qui est en transformation. Il y a de plus en plus de femmes qui sont dans la spécialité. Puis pas seulement parce que c'est des femmes, mais juste le fait qu'il y ait comme un peu de féminité aussi dans la spécialité, c'est en train de changer. Puis c'est vraiment quelque chose de positif. Cette image-là, je pense qu'elle n'est pas exactement précise. Mais c'est le stéréotype. Mais j'encourage n'importe qui s'intéresse mettons, au travail manuel, puis aux pathologies musculo-squelettiques, à s'intéresser à l'orthopédie. Je pense pas qu'il faut vraiment avoir fait, genre, je sais pas, avoir fait de l'aviron ou du football pour rentrer en orthopédie. Tu peux, venir faire je sais pas moi, de la nage synchronisée puis t'intéresser un petit peu, ou, autre chose complètement, t'sais. Mais effectivement, ce préjugé-là, un peu, ou ce stéréotype-là nous colle à la peau,
Pas nécessairement pour le mieux. Moi, je pense que ça devrait être un peu démonter ces préjugés-là. Je pense que nous bloque. Puis des fois, ça bloque un petit peu la collaboration entre les spécialités quand on est dans un hôpital. Je pense qu'il faut se libérer un peu de ça, mais c'est ça. Voilà. Ça, c'est mon humble avis. Maintenant, c'est ça. Il faudrait le demander à d'autres personnes en orthopédie. Tu as parlé tantôt du risque de la chirurgie puis de la colonne en général. Est-ce qu'au fil du temps, tu as développé des techniques pour annoncer les mauvaises nouvelles aux patients? Je pense entre autres, par exemple, à des patients qui restent paralysés finalement. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'aident à passer au travers ces moments, j'imagine, difficiles? Honnêtement, c'est jamais facile. Je touche du bois, c'est comme ça m'arrive rarement, mais c'est toujours difficile. Je pense que, tout à l'heure, on parlait de la peur là, avec Claudia. Je pense que cette peur-là, avant la chirurgie, souvent, je l'utilise pour parler des complications qui vont arriver, puis préparer cette éventualité-là. C'est comme, on est dans l'ère du consentement, tout ça, mais ça fait partie de cette genre de philosophie-là, de relation, où est-ce qu'au départ, j'en parle aux patients. Tous mes patients qui vont au bloc opératoire, je leur ai toujours parlé de paralysie avant. Ouais. Donc ça, je pense que ça aide un peu, mais la réalité, je te dirais, Béatrice, c'est toujours... aussi difficile. C'est toujours difficile. Puis il faut avoir une soupape, parce que quand ça arrive, puis ça arrive, je pense, à tous les médecins, d'avoir des moments difficiles. Puis je pense que, un médecin aussi, habituellement, la plupart... 100% des médecins sont là pour aider les patients. On est là pour aider les patients, puis on rentre dans la spécialité médicale avec un désir fort d'améliorer la vie des gens. C'est que quand ça se passe pas comme on a planifié, des fois, c'est très difficile. Il faut avoir une soupape, il faut avoir des gens à qui en parler, il faut avoir d'autres activités à l'extérieur. Je pense que ça aide d'avoir une vie balancée aussi, où est-ce que la médecine, c'est pas tout ce qu'on a. Avoir des amis qui sont à l'extérieur de la médecine aussi, ou de la famille, c'est crucial. C'est que ça aide. Mais honnêtement, je pense que c'est pas quelque chose auquel on s'y fait vraiment là, avec le temps. C'est sûr qu'il y a des stratégies de communication que j'ai développées avec le temps qui font que c'est un peu plus facile. Je pense que je suis plus confiant aussi qu'avant. Le fait de traiter beaucoup de patients, des fois quand on a un patient qui va moins bien ou qui a un moins bon outcome, ça nous rappelle aussi qu'il faut passer du temps avec les patients qui vont bien. T'sais, souvent, ce qui se passe, c'est que les patients qui vont moins bien, on passe beaucoup plus de temps avec parce qu'il y a des complications, on ne se sent pas bien, on essaie qu'il aille mieux. Puis celui qui va bien, OK, bye, ciao, OK, on s'en va vite, on le passe rapidement. Mais ça vaut la peine des fois qu'il y ait un patient qui va bien puis qui nous remercie de s'asseoir puis de juste prendre le remerciement puis dire « Ah, OK, c'est vrai, c'est pour ça que je fais la job. » Ça, c'est un des trucs, je te dirais, que j'ai appris avec le temps. Puis, comment tu fais pour balancer entre garder un peu l'espoir chez le patient pour son rétablissement, mais en même temps, pas trop en donner? Rester réaliste aussi, là. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que l'espoir... je pense que ça, c'est plus ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est quand même nuancé. J'apporte toujours ces nuances-là aux patients. Je pense que juste de l'espoir tout seul, c'est comme un peu malsain. Je pense que ce serait mentir aux patients parce qu'il y a toujours un risque. Puis, c'est parler des deux aspects, des deux possibilités. Puis, c'est une discussion que j'ai avec le patient plutôt qu'une conversation avec moi-même quand je fais ça. C'est que je veux que le patient comprenne que si je lui propose la chirurgie, c'est que forcément, je pense qu'il y a un bénéfice, mais que le risque est présent. Le risque est... Moi, je suggère qu'on fasse la chirurgie, je pense que le risque est moins grand que le bénéfice. Puis que le patient comprenne ça puis participe à cette décision-là. Je pense que c'est la façon d'entretenir l'espoir. Puis c'est super important aussi que le patient ait de l'espoir, ça lui permet de s'impliquer dans son traitement, ça lui permet de mieux rebondir après la chirurgie.
Je pense qu'une fois que la décision d'opérer est prise, de faire sentir au patient qu'il peut avoir confiance en l'équipe, de faire sentir au patient qu'on prend soin de lui, puis qu'on s'intéresse à lui, puis qu'on l'écoute, je pense que c'est ça qui donne de l'espoir beaucoup. OK. Je pense que beaucoup des patients ne comprennent pas tous les détails de la médecine, puis ils sont très importants pour nous, entre nos collègues, mais le patient n'a pas nécessairement besoin de se faire... puis il ne veut pas nécessairement connaître tous les détails spécifiques. Ce qu'il veut, c'est quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Puis la confiance, il ne va pas nécessairement la développer parce qu'on lui balance des mots compliqués médicaux en latin, etc. Mais c'est plutôt justement cette relation-là, puis c'est plutôt cette chaleur humaine-là, je crois. C'était un genre de toucher, pas nécessairement physique, mais qui se sentent touchés puis écoutés. Je pense que c'est ça qui est crucial. En fait, moi, j'aimerais ça me faire traiter comme ça. Ouais. Ouais. Si jamais vous prenez soin de moi ou de ma famille, ça se peut que ça arrive. J'aimerais ça qu'ils soient traités de cette façon-là. Oui, certainement. On pourrait peut-être passer à la section de questions en rafale, qui est notre dernière petite section. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui est pire pour la colonne entre, mettons, faire de la gymnastique ou de l'haltérophilie? Des fois, je pense au poids, puis je suis comme, ça doit tellement pas être bon, là. Ouais, les deux sont mauvais, mais je pense à différentes étapes de la vie. C'est ça. La gymnastique, souvent, la carrière arrête vers genre, c'est 16 ans max, c'est ça. Parce que justement, le corps suit plus. L'haltérophilie, c'est plus tard, c'est plus vers 40, 50 ans que c'est mauvais. Honnêtement, moi, ce que je recommande beaucoup comme exercice, puis ça, c'est mon background de physio, c'est de l'exercice cardiovasculaire. Jumelé avec de la musculation légère. Là. Je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur pour le dos, mélanger les deux. OK. Y a-t-il des sports qui sont comme mieux comme, pour la colonne? Tu sais, même courir, des fois, je suis comme, c'est-tu mauvais pour la colonne? Ou Il n'y a pas d'évidence scientifique qui démontre que courir, ce serait mauvais pour la colonne ou les genoux. Je pense que vraiment le weightlifting, comment on dit ça en français, l'haltérophilie. J'ai pas lu de papier sur ça, mais ce que je vois dans ma pratique, c'est que c'est quand même commun, qu'il y a beaucoup de dégénérescence discale. La natation, c'est super bon, mais par contre, c'est pas un sport de mise en charge. Les personnes peuvent développer de l'ostéopénie s'ils en font beaucoup trop. Le vélo, c'est excellent. Ça peut être un peu plate, mais... ça aussi, ça donne mal dans le dos. Ouais, ça peut. Tu vois, le vélo, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas de problème de dos, ça peut être un peu irritant, mais pour quelqu'un qui a de la sténose spinale, souvent, moi, j'en prescris beaucoup. Ne penchez pas. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, je le recommande. Mais j'aime beaucoup le ski de fond, personnellement. Moi, je plaide coupable. J'adore les sports un peu risqués. J'aime beaucoup le skateboard puis le snowboard. Je veux dire, puis aussi, la vie est courte. Jamais je veux dire à un patient, arrête de t'entraîner, arrête de faire de la gymnastique. C'est le fun. Il faut en profiter. Prochaine question. Le plus important pour un chirurgien comme toi, entre la dextérité manuelle ou un peu l'orientation visuospatiale comme dans l'anatomie? Je pense que honnêtement, les deux viennent ensemble pas mal. Souvent, les deux sont importants. OK. Égal. Tu pourrais pas le laisser tomber un. C'est comme, est-ce que c'est plus les roues ou le volant qui sont importants dans la voiture? Les deux fonctionnent ensemble. Ouais. Est-ce que tu penses que les deux, ça s'apprend ou c'est inné jusqu'à un certain point? Toutes ces réponses. OK. Inné et acquis. Oui, exactement. Okay. C'est sûr qu'on le développe avec le temps, mais il y a certaines personnes qui ont un peu plus cette tendance-là que d'autres. Ouais. Moi, il y a un des trucs que j'ai remarqué en apprenant la chirurgie durant ma résidence, c'est que le nombre d'heures, ou je dirais de minutes, qu'on passe vraiment à opérer dans une journée, c'est très peu. Okay. Si tu compares, par exemple, un pianiste ou quelqu'un qui fait de l'ébénisterie, dans sa journée, là, il va faire comme, je sais pas moi, peut-être 6 heures de travail manuel. Il va développer sa dextérité comme de façon extraordinaire. Dernièrement, il y avait un employé qui est venu chez moi faire du plâtre, là, puis c'est incroyable. Ce que moi, j'essaie de faire, puis sans succès, lui, il le fait genre du premier coup à chaque fois.
Puis ça, il faut garder ça en tête, puis rester humble comme chirurgien. Puis d'après moi, pour développer cette technique-là, on ne peut pas se fier seulement sur le temps qu'on passe au bloc opératoire. Jouer de la guitare, du piano, construire des petits objets, faire de la céramique, pratiquer ça avec un hobby qui détend. La dextérité manuelle. Moi, je recommande à tous les gens qui vont faire des techniques, peu importe le domaine, je pense que ça vaut vraiment la peine de ne pas juste se fier sur le temps qu'on passe en salle d'opération, mais en faire, puis en plus, c'est plaisant, c'est le fun. Oui, c'est intéressant. Est-ce que tu écoutes de la musique en salle d'op ou pas de musique? Toujours. Toujours. Ouais, si ça ne fonctionne pas, je ne perds pas. La seule phase, honnêtement, je dois dire que quand on a tourné pour 24/7, il n'y avait pas de musique au bloc opératoire. Une chance que l'équipe de tournage était phénoménale, sinon j'aurais comme arrêté rapidement parce que c'était difficile, mais j'adore écouter la musique. Je trouve que ça relaxe toute l'équipe, tout dépendamment de l'anesthésiste, des infirmières que j'ai, des préposés, du fellow, de la résidente avec qui je travaille. Je vais adapter la playlist pour... il y a certaines, quand j'opère la nuit, je vais mettre certaines playlists de jour, d'autres. J'adore ça. Ça aide vraiment à détendre l'atmosphère. Puis moi, ça m'aide à me concentrer aussi. OK. Donc, est-ce qu'il y a un système de son dans la salle d'opération ou c'est t'apportes ton speaker? Je rêverais qu'il y en ait un, mais on a notre speaker. On a notre speaker. Mais ce serait le fun. Si j'avais designé mon bloc opératoire, c'est sûr qu'il y aurait comme un système de son intégré. Ça serait cool. Oui, effectivement. Puis honnêtement, ça aide à détendre. C'est pas pour tout le monde. Puis ça, il faut vraiment respecter le chirurgien. Là. Pas, si vous êtes en stage, par exemple, en chirurgie, je pense demander au chirurgien, ça se fait de demander poliment, puis il faut accepter une réponse négative, là, parce que ça dépend des gens. Moi, j'adore ça pour me concentrer, ça m'aide beaucoup. Cool. Ben, sur cette belle note positive. Musicale. Merci beaucoup. Ça fait C'était plaisir. vraiment intéressant. On a appris, je pense, beaucoup sur cette spécialité qui est vraiment peu connue, je pense. Oui, effectivement. C'est une spécialité un peu niche. Je pense pas que tout le monde va faire... J'espère que tout le monde ne fera pas ma spécialité au Québec, mais je souhaite bonne chance à tous les gens qui sont dans ce questionnement-là. Puis je souhaite surtout juste d'écouter vraiment votre voix intérieure, puis de vous faire confiance à votre émotion, puis à votre sensation, puis cette petite voix-là. Puis si à un moment donné, vous prenez un chemin, ça se peut qu'il y ait comme un autre chemin à prendre aussi. Écoutez-vous à travers ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous.